Je savais que Micromania appartenait à GameStop. Je ne savais pas que ça fermait ou qu'ils le vendent. Après, ça m'étonne absolument pas qu'ils vendent. Hein. Je veux dire, ça ne fait pas d'argent. C'est terminé, ce type d'enseigne, quoi. Abonnez-vous à Hardis TV. Vous allez chez Micromania, vous l'équipe, dites-le dans les coms. Abonnez-vous à Hardis TV. La plupart des gens ils sont pas abonnés, c'est pas bien. C'est une annonce qui marque un tournant dans l'histoire de la distribution de jeux vidéo en France. GameStop a officiellement mis en vente Micromania Zing, sa filiale française ainsi que ses opérations canadiennes. Une décision qui s'inscrit dans une stratégie de recentrage de l'enseigne américaine sur son marché domestique et qui soulève de nombreuses interrogations sur l'avenir de Micromania en France. Alors que le jeu vidéo connaît une transition de plus en plus marquée vers le numérique, les boutiques physiques spécialisées peinent à trouver leur place dans cet écosystème en mutation. Ce choix de GameStop traduit à la fois une restructuration interne et une adaptation aux nouveaux modes de consommation. Fondé en 83, putain c'est vieux, j'ignorais. Micromania s'est imposé comme une référence incontournable dans la distribution de jeux vidéo en France, racheté en 2008 par GameStop pour environ 700 millions de $. Jesus Christ. Remarque, en 2008 c'était le pic de l'achat de jeux vidéo physiques. C'est quoi? C'est époque PS3, c'est époque Halo, c'est époque genre First Day Release dans les magasins retail où les joueurs se déplacent pour la sortie d'un jeu et tout. Moi je me souviens avoir été acheter World of Warcraft Burning Crusade à Micromania en Day One. C'était un vrai plaisir. Le réseau a évolué en 2017 avec l'intégration des produits dérivés sous l'enseigne Micromania Zing, une tentative de diversification pour compenser la baisse des ventes de jeux physiques. Ouais, c'était une bonne idée mais ça n'a pas marché. Cependant, cette stratégie n'a pas suffi à enrayer la baisse progressive du chiffre d'affaires. GameStop a déjà amorcé un désengagement en Europe avec la fermeture de ses opérations en Allemagne, la vente de sa filiale en Italie et une réduction d'activité dans plusieurs autres pays comme l'Autriche et le Royaume-Uni. La mise en vente de Micromania Zing est donc une nouvelle étape logique dans cette stratégie globale, mais que signifie réellement cette annonce? Ce n'est pas encore une fermeture. GameStop cherche un repreneur pour la franchise en France. Deux scénarios possibles, soit un acteur du marché rachète l'enseigne et maintient son activité. Ok, j'ai une idée de chat, restez concentrés, on va faire un RP ensemble. Soit aucun acheteur ne se manifeste et Micromania disparaît comme ce fut le cas pour les magasins GameStop en Allemagne. Pourquoi GameStop lâche Micromania Zing? Cette décision, nanana, donc un marché du jeu vidéo en pleine mutation, l'industrie du jeu vidéo connaît une transformation profonde avec l'essor du numérique, les ventes de jeux dématérialisés sur Steam, PlayStation Store, Xbox Live et Nintendo eShop explosent au détriment des ventes en magasin, bien entendu. Même si certains joueurs restent attachés aux versions physiques pour les éditions collector ou la revente d'occasion, cette clientèle ne suffit plus à assurer, oui c'est une minorité de gens, une rentabilité en chute libre. Les boutiques Micromania souffrent d'une baisse de marge sur la vente de consoles et jeux vidéo. Par exemple, sur la prochaine Nintendo Switch 2, les magasins ne récupèrent que quelques euros par console, tandis que Nintendo et les plateformes en ligne captent l'essentiel des bénéfices. Pour un jeu majeur comme GTA 6, les magasins Micromania, souvent implantés dans les galeries Auchan, doivent faire face à la concurrence des hypermarchés qui cassent les prix dès le lancement. Bah oui, parce que l'hypermarché vend aussi du jeu vidéo. La diversification vers les produits dérivés n'a pas suffi. Micromania a tenté de se diversifier en intégrant des goodies, mangas et figurines via Micromania Zing, une initiative intéressante mais qui n'a pas réussi à compenser la baisse de vente de jeux physiques. Ok. GameStop veut se recentrer sur les États-Unis, ok. Bon, je skip un peu. Quel avenir pour Micromania? Un rachat et une relance. Si un investisseur ou une entreprise du secteur se manifeste, Micromania pourrait continuer d'exister sous une nouvelle direction. Cela nécessiterait néanmoins une réinvention du modèle économique pour faire face à la montée du numérique. Une fermeture des magasins. Si aucun repreneur ne se manifeste, Micromania pourrait disparaître, entraînant la fermeture de plus de 300 boutiques en France. Jesus Christ. Une réduction du réseau. Un autre scénario possible serait un rachat partiel avec une fermeture progressive des magasins les moins rentables et une refonte du concept pour s'adapter aux nouvelles tendances du marché. IMO, la solution 3 est la plus réaliste. Ok, alors moi j'ai envie qu'on fasse un RP, chat. POV, vous êtes un fonds d'investissement qui rachète le groupe Micromania Zing en France. On fait quoi? Parce que moi j'ai quelques idées, en vrai de vrai, et je serais curieux qu'on fasse un RP ensemble. Voilà, donc je vous propose, on va faire un document bien formaté de manière légale qui pourrait être présenté au tribunal de commerce pour faire un plan de rachat. Donc évidemment, on va faire un paint, plan de rachat. Micromania. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on va présenter à Bobigny, au juge de commerce, pour le plan de rachat. Moi, je pense que c'est bien. Ok. On fait quoi? Parce que leur bilan est ultra détaillé. Mais est-ce que tu as le bilan du groupe, Chris? Parce que c'est vrai que ça pourrait être une bonne base de travail. C'est de regarder le bilan groupe Micromania. Parce que on va trouver les boutiques, mais il y a le bilan du groupe. Parce que moi, je peux l'envoyer à ChatGPT et il nous fait un bon résumé, tu vois. Je vais essayer de le choper. Attends. Don't move. Micromania Group, c'est quoi leur chiffre d'affaires? Ça correspond ou pas? 11 millions, Micromania GameStop, Deloitte et Associés, ouais c'est eux, ok. Compte annuel de Micromania Group, Yonk, 2024. Bah let's go. Alors écoutez, attendez, c'est formidable parce qu'on a les comptes du groupe. Or ce sujet va être incroyable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur ChatGPT. Bonjour ChatGPT. Voici les résultats. Ouais, je peux cacher mes trucs, oui merci. Du groupe Micromania.
en 2024. Askip, c'est la merde de malade. Fais-moi un état des lieux des finances du groupe. Ok, et là, je prends le compte social de résultats 2024 du groupe Micromania. On va voir. Alors, semble effectivement très difficile avec des nananana. Perte sèche de 164 000 € en 2024 contre une perte abyssale de 12 millions en 2023. Bah, ça va. Bah, c'est pas si horrible. 160 000 €, tu peux le combler avec du prêt bancaire à la limite ou lombardiser tes résultats futurs. Mais ils ont perdu 12 millions en 2023. Ils ont perdu 100 000 balles en 2024. Franchement, d'un œil extérieur, c'est plutôt positif. Chiffre d'affaires, 11 millions en 2024. En légère hausse par rapport aux 11 millions de 2023, plus 4%. Ce chiffre reste extrêmement bas. Non, ça, c'est la holding. Bah oui, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a 264 entreprises. Donc en fait, j'ai pris la première, j'ai pris le groupe, quoi. J'ai pris le plus haut. Faible chiffre d'affaires. Fermeture massive de magasins. Ils ont fermé 37 magasins en 2023, 3 en 2024 et 1 prévu. Ils ont des problèmes de cash. Ils ont beaucoup de dettes à court terme. Ok. Charges exceptionnelles en forte hausse. Ok. Ok. L'entreprise est toujours déficitaire, même si la perte est réduite. Donne-moi... Alors, je lui demande juste quelques infos. La marge effective d'autofinancement. J'ai oublié comment l'écrire parce que je suis dyslexique de fou. Les bibda. Et la capacité d'emprunt en euros. Voyons voir. 700, ouais, c'est pas beaucoup. Hein. La capacité, le ratio dette active, 13,5. Ouais. Bon, je voulais faire juste vite fait une analyse de leur compte avec ChatGPT, juste pour me rendre compte à peu près de l'état du merdier. Franchement, je vais pas vous mentir, une première analyse basée sur juste ChatGPT, donc c'est-à-dire une analyse de qualité maigre, en tout cas au niveau de ce qu'on produit comme contenu sur ce stream, abonnez-vous. Franchement, si je devais donner mon analyse d'entrepreneur, bien sûr professionnel avec 10 ans d'expérience, ça, c'est pas si horrible. En tout cas, c'est ce que je dirais si j'étais bien sûr face à un cabinet comptable. Ce serait mes mots. Qu'est-ce qu'on en fait de ce merdier? On rachète Micromania, on en fait quoi? Donc, ils ont déjà essayé le fait de faire des goodies pour les fans de Japon qui se lavent pas là. Donc, genre les espèces de figurines d'Hatsune Miku, les body pillows avec un trou au milieu, enfin tous les trucs horribles là pour les fans de Japon. A priori, ça a pas pris de malade. Alors, est-ce que ça a pas pris de malade parce que ils margent trop dessus et donc ils sont plus chers que la concurrence, ou est-ce que c'est parce que les gens veulent pas acheter ça? De base, leur strat, elle est pas si mauvaise. Et je pense que j'aurais eu la même idée qu'eux à l'époque, parce qu'en fait, les gens qui aiment ce genre de choses sont aussi des gens qui aiment le jeu vidéo. Donc fondamentalement, il y a des groupes d'audience similaires. Mais concrètement, qu'est-ce qu'un client irait chercher dans une version moderne d'un magasin de jeux vidéo? Parce que le problème, le vrai problème, c'est que Micromania et tous les genres de magasins comme ça sont, si on a une analyse un peu bas du front, un tiers qui ne devrait pas exister. Ce que je veux dire, c'est que à l'époque où les éditeurs de jeux vidéo boudent de plus en plus tous les tiers entre eux et leur public, c'est-à-dire qu'ils vont plus, il y a plus l'E3 par exemple, il y a plus les salons de jeux vidéo. Aujourd'hui, quand Nintendo fait une keynote, il fait une keynote sur sa chaîne YouTube. En fait, ils s'en bat les couilles d'aller à un salon faire une annonce. Donc, ils parlent directement à leur public, ils vendent directement à leur public sur leur propre shop. Donc, en fait, on est à une ère où les éditeurs parlent en direct avec leur public, que ce soit pour leur communication ou pour leur vente, et ont de moins en moins besoin d'un tiers au milieu qui gère cette relation. Parce que le boulot de Micromania pendant des années, c'était ça. C'était de gérer la relation entre les éditeurs de jeux vidéo et leurs produits, et leur audience, et leurs acheteurs. Or, aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Donc aujourd'hui, ça fait quoi un Micromania? C'est quoi la version 2025 d'un Micromania? Faut se poser 2 secondes quand même, hein. C'est pas évident, hein. Pour les plus jeunes, des cartes cadeaux, pour les riches, des goodies. Ouais, mais les goodies, on a dit qu'ils ont déjà essayé. Ah, mais vous avez pas la scène, je suis un débile. Les goodies, ils ont déjà essayé. C'est déjà ce qu'ils font et ça ne marche déjà pas. Donc, c'est pas un plan, ça. Produits dérivés, pareil, même délire. En physique, c'est compliqué. Maintenant, même la Fnac fait des Funko Pop et des goodies. Bah ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont en frontal avec les gros retailers, quoi. Et avec Amazon et avec tout l'e-commerce. Donc, qu'est-ce qu'on en fait?
Alors il y a plusieurs trucs. On peut essayer d'en faire un jeu de un centre de sociabilisation autour du jeu vidéo. C'est une option. Donc en gros l'équivalent d'une PC Bank en Corée ou d'endroits comme l'eSpot à Paris. L'eSpot à Paris, c'est un endroit sur 2 étages énorme avec des simulateurs de course, avec des endroits pour jouer et tout machin. Mais je me rends pas compte d'à quel point il y a vraiment une demande pour ça. Il faut faire une analyse de marché. Donc ça c'est option 1. Est-ce que les gens viendraient jouer? Tu fais des événements e-sport, etc. Option 2. Ok. Ça doit forcément rester dans l'univers des jeux vidéo. Non, pas forcément. Hein. Là, on cherche des plans. Genre, imaginez, pauvre le chat, vous allez racheter Micromania, vous en faites quoi? Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, littéralement. Hein. Là, on fait un roleplay. Hein. Est-ce qu'ils sont propriétaires des boutiques? Je pars du principe qu'ils ne sont pas propriétaires des boutiques en majorité parce que c'est dans des centres commerciaux beaucoup Micromania et en général un centre commercial tu payes un frais de licence au centre commercial mais tu n'es pas propriétaire des murs. Ils sont propriétaires des boutiques, nous dit Chris dans le chat, ce qui m'intrigue énormément, même dans les centres commerciaux. En fait, quelle expérience de jeu vidéo tu peux avoir que tu ne peux pas avoir si tu es en ligne? Go faire des dark kitchen. Ah oui, voilà, ils sont propriétaires du fonds de commerce, pas des murs. Oui, c'est pas pareil. Putain, et j'y ai beaucoup de mal là. Hein. Vous savez ce qu'on fait quand on a beaucoup de mal? Chat GPT. On va continuer. Ok. Sachant qu'ils ont déjà essayé de se mettre à la vente de goodies, donne-moi 5 suggestions de nouvelles business units dans lesquelles le groupe pourrait s'essayer pour relancer la croissance. Voyons voir. Est-ce que OpenAI va nous relancer Micromania? Micromania Playground, Arcade et eSport Café. Donc ça, c'est globalement ce qu'on était en train de dire. D'ailleurs, le nom est pas mal. Hein. Non ironiquement, le nom est pas mal. Micromania Rentals, location de consoles et accessoires. Alors ça se fait aux États-Unis. Le problème, c'est que c'est quand même beaucoup de bordel, beaucoup de casse. Le problème, c'est que tu vois, si tu fais de la location de consoles, déjà, c'est un business qui a des marges extrêmement basses parce que tu loues un objet qui coûte quelques centaines d'euros. C'est pas une voiture, tu vois, donc ta marge est très basse. En plus, il faut que tu gères tous les retours SAV, toutes les merdes, parce qu'il y a forcément avoir des consoles qui vont casser et tout. Je suis pas convaincu. Micromania Buyback, une plateforme d'achat et de revente premium de matériel gaming. Le problème, c'est que le buy... oui, alors remarque, le côté back market, c'est pas idiot. Customisation, ouais. Abonnement. Bon, alors écoutez, moi je vais dire un truc. Voilà, attendez, parce qu'il faut quand même clôturer ce sujet. Moi, je vais vous donner ma take sur une des possibilités de ce que pourrait faire Micromania. Comment ça s'appelle aux États-Unis? Ça existe. Il s'appelle... Attends, mais il y a un magasin aux États-Unis qui s'appelle DK60. Comment il s'appelle ce magasin? Bon, alors vous allez devoir me croire sur parole parce que je retrouve plus la source. Mais en gros, copier ce qui se passe aux États-Unis avec une chaîne de magasins qui, je crois, s'appelle genre DK60 Fort ou un truc comme ça. En gros, c'est quoi? Eux, ils ont pété sur TikTok. C'est une chaîne de magasins qui fait aussi beaucoup de e-commerce, qui s'est spécialisée sur le rétro gaming. Donc le concept, c'est quoi? C'est qu'ils vont vendre sur Internet et en boutique des choses que tu ne peux retrouver DK Oldies, merci putain, que tu ne peux retrouver que dans un magasin qui t'en fait l'expérience. Par exemple, tu veux jouer à des anciens jeux vidéo DK Oldies, exactement, c'est eux. Tu veux jouer à des anciens jeux vidéo, mais tu veux pas te faire chier à trouver les consoles, les jeux sur eBay, t'assurer que la console elle marche bien, avoir une garantie sur la console également. Eux, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils achètent d'occasion des vieux jeux vidéo, des vieux accessoires, des vieilles manettes, des vieux trucs. Ils les remettent en état de marche. Ils te mettent une garantie dessus. Donc tu peux aller la faire réparer gratos chez eux si elle retombe en panne. Et en gros, tu as une expérience comme si tu achetais du matériel neuf d'époque. Donc tu vois, par exemple, là, tu as une Nintendo 64, 2 manettes de jeu pour 258$ et la console, elle a été nettoyée, remise à neuf et il y a une garantie dessus, tu vois. C'est pas idiot. Le concept est pas idiot. Je vois qu'il y a Shinsu dans le chat qui dit ouais, mais eux, c'est des scammers, machin. Peut-être, c'est pas le sujet. J'en sais rien, j'ai jamais acheté chez eux, je les connais si ce n'est que j'ai entendu parler du truc. Tout ce que je veux dire, c'est que le concept n'est pas idiot pour relancer l'activité parce que du coup, en fait, le truc, c'est que tu vas aller chercher une audience qui a l'habitude d'aller dans un magasin de jeux vidéo, etc. Donc, qui sont aujourd'hui, honnêtement, plutôt vieux, entre guillemets, en tout cas minimum des trentenaires, parce que les jeunes ne vont plus dans des magasins de jeux vidéo. Et ces gens-là, du coup, seront peut-être contents de pouvoir, sans aller se faire chier, à aller chercher chacune des différentes parties de leur commande sur le Bon Coin, acheter directement juste une boîte, et dans la boîte, il y a une GameCube, 2 jeux, 2 manettes, tout fonctionne bien, et tout a été réparé, remis à neuf, et on te met une garantie dessus, basta, tu vois. C'est pas crétin, IMO. Et puis après, tu peux rajouter des petits add-ons, parce que là, en fait, tu peux
peux recréer en fait, tu peux recréer tout un écosystème d'add-on à côté de ça pour faire de l'argent. Donc typiquement, si on choisit cette solution, donc on va avoir la vente la vente de matériel, de logiciels et d'accessoires. En numéro 2, on peut aussi vendre une assurance par abonnement. Donc tout le matériel que tu achètes chez eux est assuré pour une poignée d'euros par mois, pas très cher, mais ça fait une assurance sur le matériel, ça coûte pas très cher. On peut avoir une box à abonnement où on t'envoie des jeux chez toi, des accessoires ou même de nouvelles consoles de manière régulière. En fait, on peut ajouter plein de microservices autour de ce cœur business qui est de devenir les meilleurs dans la fourniture de logiciels et de matériel rétro gaming à une audience qui a envie de regoûter un petit peu à ces jeux de leur enfance. Est-ce que ça fonctionnerait? Est-ce qu'il faut faire un cas d'étude et il faut regarder les chiffres du rétro gaming et tout? J'en sais rien. Mais en fait, là, tout de suite, immédiatement, ça ne me paraît pas complètement con. Voilà. Et seulement pour jouer aux anciens jeux, pourquoi ne pas jouer sur émulateur, potentiellement moins cher et accès à toutes les consoles? En fait, je pense que vous sous-estimez énormément la quantité de normies nucléaires qui a juste envie d'une expérience facile tout en un pour réexpérimenter un peu les sensations qu'ils ont eues pendant leur adolescence. C'est-à-dire que en fait, là, je parlerais à une audience, si je faisais ça avec les boutiques, qui ne sont pas des gens comme vous en fait. Parce que vous êtes comme moi, vous êtes des nerds puants, d'accord? Il y a des mouches autour de vous. Vous ne vous lavez pas les dents. Là, ça parlerait à des gens qui se lavent un peu plus fréquemment les dents. Et en fait, les gens qui se lavent les dents, ils ont pas envie de bidouiller des émulateurs, de télécharger le BIOS de la console, de le machin, nanana. Ils veulent aller dans une boutique, avoir une boîte, et dans la boîte, il y a la console, les manettes, les jeux, ils font pouic pouic, ils rebranchent le truc avec un adaptateur HDMI, et ils ont le feeling de quand ils avaient 13 ans. C'est ça l'expérience que tu vends. Et la console, ils savent qu'ils la sortent de la boîte, et elle marche, elle a été vérifiée, elle a été cleanée, elle a été machin. Et c'est pas la même audience. Évidemment, les nerds puants que nous sommes, on va acheter des adaptateurs USB pour des vieilles manettes et on va jouer sur émulateur, mais parce qu'on est des puants. La plupart des gens ne font pas ça. IMO, souffler dans la cartouche, il fait pas ça l'émulateur. Mais voilà, par exemple. Nerd puant, c'était quand ta dernière douche? Mais je me douche tous les jours, mais parce que moi je suis sortable. C'est vous qui êtes pas sortable là. Tu es comme moi que tu traites les joueurs de puants. Mais oh, il faut assumer aussi notre côté insupportable aussi. Moi je trouve que les geekos que nous sommes, on s'est tellement fait insulter dans les années 2000 que maintenant on n'accepte plus aussi de s'autocritiquer un peu. Et c'est vrai qu'on est un peu insupportable, faut pas se mentir, tu vois. Oui, mais actuellement tu n'as qu'à installer Linux, dont personne ne va faire ça en fait. Arrête. Je sais, je m'en sers aussi. Je suis ce puant, je sais bien. Mais non en fait.